Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Alors une petite précision avant de commencer, sans trahir de grands secrets, hein, rassurez-vous. Le sujet n'était pas taillé pour moi au départ. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux collègues qui étaient censés s'en charger et qui est très informé sur la jurisprudence une petite relecture. Donc, je tiens à vous rassurer, sachez que je ne dis pas, je cite, de trop grosses bêtises. Le seul défaut que j'ai, je le signalerai par honnêteté intellectuelle, c'est une certaine tendance à la surinterprétation, mais bon, j'imagine que c'est lié à l'enthousiasme que j'ai pu ressentir à certains arrêts. Première chose, donc, quand je me suis replongée dans la jurisprudence de la Cour de justice, je me suis rendu compte, et je crois pouvoir l'affirmer, après bon, on peut me contester hein, ça, mais qu'il n'y a pas de rupture dans la jurisprudence, et en particulier qu'il n'y a pas d'avant et qu'il n'y a pas d'après protocole, pas d'avant, après entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, comme Vincent Bouillet vous l'a expliqué, c'est le moment où le droit primaire demande de manière contraignante à ce que le bien-être des animaux soit pris en considération dans la législation. Donc il n'y a pas de rupture, j'ai eu l'impression plutôt d'une jurisprudence assez fluide qui suit son cours au gré des contentieux, au gré du droit qui vous a été justement. Cela étant, même s'il n'y a pas de rupture dans la jurisprudence, on peut éventuellement s'interroger sur l'évolution de l'attitude de la Cour de justice. En fait, on peut le faire en prenant un contentieux en particulier et en mettant en perspective les décisions dans ce contentieux particulier. J'ai choisi le contentieux des veaux d'élevage parce que c'est celui où il y a eu pas mal de jurisprudence et je vais mettre en perspective pour commencer deux arrêts pour vous montrer que quand même le changement d'attitude supposé de la Cour de justice peut parfois être tout simplement lié au contentieux. Je mets en perspective Compassion in World Farming, rendu en 98, et Brewer, rendu en 2012, donc 14 ans après. Dans l'arrêt Compassion in World Farming, la Cour de justice paraît très peu protectrice puisqu'elle refuse au Royaume-Uni la possibilité de restreindre les exportations de veaux vers des États qui pratiquent la méthode d'élevage en cage. Dans l'arrêt Brewer, en revanche, là, on a l'impression que la Cour de justice est très protectrice puisqu'on lui demande d'interpréter la directive à l'époque de 1991. Le législateur nous parle de veaux confinés à des fins d'élevage et d'engraissement. Là, il y a une interdiction d'entrave et la Cour va interpréter ça comme interdiction d'entrave à toute fin agricole, y compris dans les élevages, dans les exploitations laitières. Donc, on se dit finalement, en 98, elle est peu protectrice, en 2012, elle est très protectrice, mais en fait, ce serait faire l'économie de l'espèce. En 98, elle est là pour répondre à un contentieux en matière de libre circulation des marchandises face à une mesure d'harmonisation qui a pris en considération la santé animale. Et à ce moment-là, la Cour de justice ne peut que dire au Royaume-Uni, bah maintenant, il va falloir respecter la libre circulation des marchandises et vous ne pouvez pas invoquer l'ex-article 36 CE. Alors que dans Brewer, la question se pose complètement différemment. Elle a plus de marge d'action et elle va pouvoir utiliser l'article 13 du TFUE au soutien d'une interprétation large de la directive de 91. Donc il ne faut pas oublier dans la jurisprudence de la Cour de justice qu'il y a des éléments qui ne témoignent pas d'une volonté de protéger moins ou de protéger mieux le bien-être animal. Il y a des éléments qui sont indépassables en droit de l'Union européenne, y compris évidemment pour le juge de l'Union européenne. Les éléments à ne pas dépasser, et il y a eu des jurisprudences sur ces questions, évidemment le principe d'attribution des compétences doit être respecté, et ça vaut qu'on soit ou non en matière de bien-être animal. Évidemment, les conditions de recevabilité du recours en annulation ne sont pas très favorables aux requérants ordinaires. Enfin, il n'y a pas de raison de leur donner de meilleures conditions de recevabilité du recours en annulation sous prétexte qu'ils protègent le bien-être des animaux. Très important à Régips, le contrôle juridictionnel des mesures de droit de l'Union, il est ce qu'il est, mais il suppose qu'en face d'une large marge d'appréciation du législateur de l'Union, la Cour de justice retient son contrôle et donc ne contrôle qu'elle erreur manifeste d'appréciation. Ça, c'est indépassable. Et puis, cela a été dit, il y a des éléments qui doivent nécessairement être pris en considération par la Cour de justice, la libre circulation des marchandises, arrêt Edley Lomas, arrêt Monsees, la protection de la santé humaine, ce qu'on peut déduire indirectement de l'arrêt Potenier-Fingarn, la protection des droits fondamentaux, on l'a vu dans les arrêts Liga Moskin et Centrale Israelitisch Consistory.
Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier quand on analyse la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces éléments-là, comme je vous l'ai dit, sont indépassables. Autrement dit, dans Compassion, une loi de famille, elle ne pouvait pas faire mieux. Dans Brewer, en revanche, elle aurait pu faire moins. Dans Brewer, elle aurait pu faire moins parce qu'elle est allée utiliser l'article 13 du TFUE au soutien de l'interprétation d'une directive de 91. Et là, il y a quand même un petit hiatus au niveau temporel, puisque en 91, il n'y avait même pas le protocole 33. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dépasser cette impression de plus ou moins grande protection et de voir sur le temps long la jurisprudence de la Cour de justice. Et sur le temps long, les arrêts montrent que la Cour de justice est un juge qui est sensible à la sensibilité des animaux. Les arrêts montrent qu'elle dépasse une forme de déterminisme économique grâce à deux mécanismes, une interprétation toujours plus compréhensive du droit de l'Union et puis l'établissement d'un équilibre qui va se montrer plus favorable à la protection des animaux. Alors, bon, je ne peux pas tout développer, évidemment. S'agissant quand même des méthodes d'interprétation, cette interprétation toujours plus compréhensive du droit de l'Union, je pense qu'il y a quand même deux éléments à démontrer. Le premier, c'est que la Cour va toujours chercher le meilleur niveau de protection disponible quand elle interprète le droit. Et le deuxième élément, qui pour moi est le plus important, mais c'est là que je surinterprète un peu visiblement, c'est sa volonté de préserver la liberté des États et du législateur de l'Union de relever encore le niveau de protection. Alors, ceci étant précisé que quand il n'y a pas de mesure d'harmonisation, les États font ce qu'ils veulent. Ils protègent le droit le bien-être animal comme ils l'entendent, sous réserve du respect de l'ensemble du droit de l'Union. En présence d'une mesure d'harmonisation, la Cour de justice a rendu des arrêts en matière d'élevage, de transport, en particulier en matière de restitution à l'exportation, d'abattage et d'expérimentation, en particulier sur les cosmétiques, qui montrent qu'elle retient les solutions, donc, encore une fois, les plus favorables à l'animal. Elle le fait parfois en devant s'éloigner des conclusions de l'avocat général. Les deux arrêts les plus connus en la matière, c'est l'arrêt Zoukli Export, où elle s'éloigne des conclusions de l'avocat général Yves Bott, et c'est l'arrêt OABA, où elle s'éloigne des conclusions de l'avocat Niels Wahl. Alors, on pourra revenir sur ces éléments, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a le choix entre plusieurs solutions et elle va choisir la plus favorable à l'animal. Mais attention, elle ne peut pas choisir la plus favorable dans l'absolu, parce qu'elle est obligée quand même de respecter le cadre posé par le législateur de l'Union. C'est pour ça qu'il y a eu des critiques sur l'arrêt Zoukli Export, sur le fait qu'elle n'avait pas été assez loin quand elle a interprété le règlement en 2005. Elle l'a interprété de manière à ce qu'il puisse s'appliquer à l'extérieur du territoire de l'Union, mais évidemment, elle n'a pas été jusqu'à dire que si on avait des incertitudes sur l'application du règlement en 2005 à l'extérieur du territoire de l'Union, il fallait empêcher les exportations d'animaux et ça aurait été pas mal. Mais bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va toujours au meilleur niveau de protection. Et ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est qu'elle va préserver, une fois qu'elle a défini ce niveau de protection, la possibilité de le relever encore. Alors, ce sont des éléments bien connus en droit matériel, c'est-à-dire qu'elle permet aux États, sur la base d'une harmonisation minimale, de protéger mieux les animaux. Il faut que le texte le permette, il faut que le droit de l'Union soit respecté. Parfois, quand on a l'impression qu'elle ne le leur permet pas, c'est encore une fois un problème du contentieux. L'arrêt Edley Lomas, on cite souvent pour dire elle n'a pas donné la liberté au Royaume-Uni de protéger bien les animaux. Oui, mais en fait, le Royaume-Uni essayait de protéger bien les animaux face au laxisme espagnol et en fait, c'était un problème de mise en œuvre de la directive par l'Espagne et le Royaume-Uni ne pouvait pas empêcher l'application de son côté de la directive sous prétexte que l'Espagne n'appliquait pas elle-même la directive. Donc ça, c'est encore un autre problème. Non, ce qui est intéressant, c'est que la Cour de justice permet aux États de relever le niveau de protection, qu'elle permet aussi aux législateurs de relever le niveau de protection et c'est là que je vais donc largement surinterpréter l'arrêt central Israelitisch Consistory, sans empiéter sur la communication d'Olivier Lebeau, évidemment, mais juste pour dire que la Cour explique que les États ont une ample marge d'appréciation quand des questions de politique générale, des questions sensibles se posent, mais très bien, très bien. C'est ce qui permet à la communauté flamande de modifier sa législation, c'est ce qui permet à la Belgique, du coup, de modifier également son droit, c'est ce qui va permettre à d'autres États éventuellement de modifier également leurs droits. C'est ce qui va produire une multiplication de positions unilatérales et c'est ce qui devrait normalement pousser le législateur de l'Union à terme à une révision éventuelle du règlement 1099-2009 et la Cour de justice ne leur a pas empêché de le faire. Pour quelle raison? C'est parce qu'elle n'a pas dit que l'ingérence était injustifiée.
Donc, je considère que c'est un grand arrêt aussi pour ça, avec cette possibilité d'une modification du droit applicable sur l'ensemble du territoire de l'Union et pas seulement dans certains États membres. Alors, ça, c'est important, mais ce sont des éléments qui sont quand même assez connus. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est sur l'équilibre qui est établi par la Cour de justice. Et là, ce sont les arrêts les plus récents qui nous montrent une volonté d'établir un équilibre beaucoup plus favorable à la protection de l'animal et un équilibre qui, au travers de son bien-être, va pouvoir à terme permettre normalement la disparition des pratiques cruelles dans l'Union, ce qui était l'objectif avancé dès la directive de 1974, hein, la première directive sur l'abattage. Le premier élément qui est important, c'est la qualification du bien-être animal en tant que valeur de l'Union européenne. On le doit à la Cour de justice. Et le second élément, qui est concomitant au premier, c'est la possibilité de faire reculer les considérations religieuses et culturelles. S'agissant de la qualification de valeur, ça c'est important parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de qualification de valeur. Je rappelle un peu comment la Cour de justice a fonctionné au travers de sa jurisprudence. Au début, elle ne découplait pas le bien-être animal de la santé animale. C'était, comme l'a dit Vincent Bouilly, la même chose dans les textes, hein, donc elle a suivi. Quand elle parle de l'animal, elle en parle surtout dans l'arrêt Olgic en 1982 pour signaler l'intérêt que la communauté porte à la santé et à la protection des animaux. Autrement dit, elle reprend l'article 36 CE, toujours article 36 TFUE, on est dans le cadre de la libre circulation des marchandises. Comme il vous a été dit par Laurent Gatière, de toute manière, on a envisagé ces animaux comme des produits agricoles destinés à circuler, donc elle se place dans ce cadre et elle ne découple pas bien-être animal et santé animale, pas du tout. Même chose dans la REGIPS, quand elle refuse de qualifier la protection du bien-être animal de PGD, puisqu'elle considère qu'il n'y a rien dans le droit primaire ou dans le droit dérivé qui lui permet de faire ça. Elle le fait pourquoi? Mais parce que tout simplement, elle se réfère à la santé animale. Bon, elle a une curieuse interprétation du protocole 33 à l'époque, puisqu'elle explique que la volonté du protocole 33, c'est de renforcer la santé animale. Bon, alors le protocole 33 ne parle pas de santé animale, mais de bien-être, mais bon, peu importe, la REGIPS a été assez peu reprise sur ce point, et de toute manière, la Cour de justice a fini par donner une qualification en 2008 qu'on a appliquée pendant longtemps, à Reviamex, Agrarandel, les ZVK et tous ceux qui ont suivi. La Cour nous dit la protection du bien-être animal est un objectif légitime d'intérêt général. Elle ne fait pas ça, elle ne fait pas que ça, elle dit ça, et puis ensuite elle découple de la santé, puisqu'elle dit, et par ailleurs, j'ai déjà signalé l'intérêt de la communauté pour la santé animale. Donc à partir de là, on a bien la protection du bien-être animal, objectif légitime d'intérêt général, la santé animale, qui est un autre objectif. Ils peuvent être en lien, mais la protection du bien-être animal peut être assurée qu'il y ait ou non un risque sanitaire. Et c'est là, évidemment, essentiel. Mais rien de comparable avec ce que la Cour vient de nous dire le 17 décembre dernier. La Cour nous explique, dans Central Israelitisch Consistory, qu'on est face à une valeur de l'Union, une valeur à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance accrue depuis un certain nombre d'années, une valeur qui, a priori, n'a pas besoin d'être hiérarchisée par rapport à la protection des droits fondamentaux, parce que la protection des droits fondamentaux, c'est une valeur de l'Union au titre de l'article 2 du TUE, c'est pas visé. Il n'est pas fait référence au fait que la valeur du bien-être animal est consacrée par le protocole 33 ou l'article 13. On est dans une mise en balance pour les spécialistes des droits fondamentaux qui relève de l'arrêt Schmittberger en 2003, c'est-à-dire le juste équilibre à établir entre deux valeurs comparables. Donc ça, c'est essentiel et c'est ce qui permet de déboucher, et je vais finir avec ça, sur le recul possible des considérations religieuses et culturelles. L'absence de prééminence, l'absence de supériorité de principe de ce type de considération, alors même qu'on avait l'impression que c'était indépassable à cause de la formulation de l'article 13 TFUE. Ça vous a été rappelé par Vincent Bouillet, mais à partir du moment où on introduit une formule dérogatoire faisant référence aux rites religieux, aux traditions culturelles et aux patrimoines régionaux, évidemment, on ne pouvait que s'inquiéter de l'attitude de la Cour de justice face à cette situation. Et finalement, ça ne se produit pas de la manière dont on pouvait penser que ça se produirait pour les plus pessimistes d'entre nous. Au contraire, dans Central Israelitisch Consistory, encore une fois, je ne vais pas en dire plus que j'ai le droit d'en dire, mais il y a quand même quelque chose qui est saisissant. Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, c'est la référence à la charte instrument vivant, à l'importation de l'interprétation évolutive, qui est un concept de droit de la Convention européenne des droits de l'homme dans le système de l'Union. Mais c'est extraordinaire, on n'aurait pas imaginé ça une seule seconde. Donc là, on voit qu'il y a une possibilité d'accompagner la montée en puissance
de la protection de l'animal dans la société et qui est liée aux revendications sociétales par un recul des considérations religieuses. Mais le plus intéressant pour moi, c'est l'arrêt One Voice. Alors, parce que bon, je me suis un peu intéressée à la chasse à la glu, hein, mais aussi parce que là, il y a quelque chose de saisissant dans l'arrêt One Voice. L'arrêt One Voice, c'est un arrêt de protection de l'environnement. Comme il vous a été dit, on n'est pas dans le domaine de la protection du bien-être animal. Mais ça pose des problèmes de protection du bien-être animal quand même. Dans l'arrêt One Voice, la Cour de justice vient nous expliquer que la chasse à la glu à la française, a priori, c'est quand même pas très respectueux de la directive oiseaux. Il n'y a pas vraiment de revirement de jurisprudence, parce que si on prend sa jurisprudence antérieure, elle n'avait jamais non plus dit que c'était tout à fait possible. Elle s'était prononcée sur d'autres éléments, mais en tout cas, là, visiblement, c'est un coup d'arrêt pour cette pratique de chasse. Alors, l'arrêt One Voice n'est pas en train de remettre en question la distinction entre protection des espèces et protection des individus. C'est pas ce que je suis en train de dire. On est bien en matière de protection de l'environnement, donc il n'y a a priori pas de raison de convoquer le bien-être animal. Mais quand même, il y a deux éléments importants qui ressortent de l'arrêt One Voice. D'une part, le peu de cas qu'elle fait du caractère traditionnel de la chasse pour justifier une dérogation à la conservation des oiseaux sauvages, et surtout, quand elle analyse la condition de sélectivité posée par la directive oiseaux, elle se réfère à la directive en tant que telle, son contenu, son cadre, et s'agissant du cadre, elle cite, c'est traditionnel, les éléments propres à la protection de l'environnement, article 3 TUE, article 37 de la charte, article 191 paragraphe 2 premier alinéa TFUE. Elle ne nous rappelle pas d'ailleurs que ce sont des dispositions relatives à l'environnement, on le sait. Hein. Et elle vise aussi l'article 13 TFUE relatif au bien-être animal. Elle a même le besoin de dire relatif au bien-être animal au cas où on ne l'aurait pas bien saisi. Et ça, c'est pour l'appréciation de la condition de sélectivité qui est censée être durcie par rapport à la question des prises accessoires. Et la question des prises accessoires, c'est pas seulement un prélèvement sur le stock d'oiseaux qui n'était pas considéré et qui va entraîner un problème de protection de l'environnement. C'est aussi le problème de ces oiseaux qui sont englués, qu'on va nettoyer, qu'on va relâcher avec des chances de survie qui sont quand même très limitées. Et en tout cas, on peut dire que leur bien-être n'est absolument pas assuré à ce stade. Donc c'est vraiment un élément essentiel que l'arrêt One Voice dans la jurisprudence de la Cour de justice. Parce que si elle nous dit ça dans une matière qui n'est pas concernée par l'article 13, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire dans une matière qui est concernée par l'article 13, autrement dit la protection des animaux d'élevage. Alors, pour conclure, je vais aller complètement dans le même sens que Lorraine Blatière, alors même qu'on ne sait pas, on n'a pas discuté de ça auparavant, mais il me semble qu'avec ces derniers arrêts, mais qui s'ajoutent à une jurisprudence déjà bien fournie, effectivement, la Cour de justice suit la protection des droits de l'homme, suit la protection de l'environnement. Mais alors évidemment, comme j'étais environnementaliste à la base, j'ai été plus frappée par la protection de l'environnement. La protection de l'environnement qui était une action qui est devenue une politique, l'action en matière de protection des animaux est toujours une action, pas encore une politique, mais quand même. La Cour de justice s'est montrée protectrice, alors même qu'elle n'avait pas forcément les outils pour le faire. Elle se montrera, à mon avis, toujours plus protectrice à l'avenir et ce sera le même mouvement que celui qu'on a connu pour l'homme et l'environnement qui accompagnera l'animal. Parfois, elle suivra les États, le législateur de l'Union, parfois elle les précédera, parfois elle les obligera à protéger le bien-être animal plus correctement. Elle essuie déjà de très nombreuses critiques, il faut le savoir, elle en essuiera encore, c'est certain, mais je pense que l'évolution de la société liée aux revendications lui donne raison et je pense surtout que l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit pour le juge qui ne peut pas se situer complètement en dehors de la cité. Hein, il s'agit pour le juge de participer à l'édification d'une société européenne plus juste, une société européenne qui n'est plus seulement en évolution sur le plan du bien-être animal, mais une société qui sera devenue, à terme, il faut l'espérer, complètement évoluée. Je vous remercie.